bienvenue pour cette Voix est libre spéciale Salon de l'Agriculture ici en direct à Paris au Parc des Expos, porte de Versailles. Nous allons vous faire vivre pendant 1 heure le plus grand événement agricole de France qui s'est ouvert ce matin. Une émission commune à Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon que j'aurai le plaisir de présenter à vos côtés. Sébastien, bonjour. Bonjour Patrick, et nous sommes effectivement ravis de présenter cette émission ensemble à l'occasion de la fusion de nos régions. Mais nous ne sommes pas seuls, il y a notre ami d'Île-de-France, Bertrand Lambert, qui va nous faire vivre le salon au sein des travées. Et oui, exactement, Patrick et Sébastien, on va se balader, on va vous montrer différentes races et puis tout à l'heure je vous montrerai la mascotte de ce salon. Oui, on vous retrouve dans quelques minutes, Bertrand, merci à vous. Alors émission commune, invité des deux régions également, avec nous notamment Benoît Redoulès, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc éleveur d'ovins, producteur également de lait pour la zone Roquefort, à Lautrec, où vous faites également de l'ail. Il y en a ici avec nous en plateau, on est bien fournis. Finalement, pas plus à cheval sur les deux régions que vous. Ah ben oui, les 1800 exploitations produisant du lait pour le Roquefort sont situées à cheval de Midi-Pyrénées, l'Aveyron et le Tarn, et 4 départements de Languedoc-Roussillon, de Lozère, le Gard, l'Aude et l'Hérault. Voilà, alors 90 ans d'appellation Roquefort cette année, le produit vedette sur le stand notamment de l'Aveyron. Également avec nous Jean-Louis Cazobon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées. Vous la concevez déjà dans votre tête, cette grande région agricole? Nous sommes en train de la construire. C'est un mariage de raisons au départ, mais vous savez que des fois, ça donne... Il y a de grandes réussites dans ce type de mariage. On va s'efforcer de construire. On a quand même une ADN commune. Ce sont les produits de qualité en général. Et je pense qu'avec ça, il y a matière. C'est un secteur à faire quelque chose. Et c'est un secteur qui, sur le plan économique, va peser lourd. Jean-Pierre Van Ruys, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de la vigne et du vin. Et vous êtes viticulteur dans l'Hérault. Vous, déjà aussi, vous travaillez à cheval sur ces deux régions. Oui, merci. Oui, notre institut, bien sûr, est implanté dans l'ensemble des régions viticoles françaises et donc déjà en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. Alors, il n'y a plus de débat au 1er janvier 2016, cette formidable région, et il nous appartient, bien entendu, de nous organiser pour favoriser donc, ce secteur vitivinicole qui est un secteur clé donc pour l'économie régionale. Ça va représenter à peu près le tiers du vignoble national. On est à la taille de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande réunies. Une formidable diversité d'entreprises, à la fois des vignerons avec des produits très identifiés, avec des petits produits, et puis aussi des grands groupes coopératifs ou privés qui sont capables d'exporter des millions de bouteilles donc, dans le monde entier. Justement, Denis Cartier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la Chambre régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon. Vous êtes viticulteur, président de cave coopérative dans le Minervois. Oui. Tout cela vous parle déjà, Oui, bien sûr. Donc, enchanté déjà de participer à cette émission, de dire que, bien sûr, ce mariage, donc, de raison plus ou moins forcée quand même, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est une grande réussite, une grande région agricole et viticole, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Jean-Pierre vient de le dire, mais que la presque quasi-totalité des vignobles est en Languedoc-Roussillon aujourd'hui, notamment un premier vignoble bio également, et que demain, additionner nos deux régions, ce sera de la synergie, j'espère une grande réussite avec une image commune portée par un label qui est aujourd'hui une marque commune qui s'appelle Sud de France. Bien, merci M. Cartier. On peut rejoindre tout de suite Bertrand, peut-être qui est avec une star du salon, puisqu'il s'agit tout simplement de l'égérie dont son nom est Madame Filouze. Ah oui. Eh oui, c'est le féminin de Filou. Il y a énormément de monde ici dans ce hall 1 devant Filouze qui est juste derrière moi. Regardez, elle est là, elle se repose, elle a fait son voyage hier. C'est une race rouge flamande, une race bovine évidemment. Et on estime que 80% des visiteurs du salon sur 700 000 personnes, ça fait du monde, vont venir photographier Filouze. Il va donc y avoir du monde ici à côté d'un éleveur forcément heureux. Dominique, bonjour. C'est une vraie fierté pour vous. C'est une fierté de pouvoir avoir aujourd'hui l'égérie au salon et donc pouvoir représenter non seulement les éleveurs, la race rouge, le département, mais en même temps
je pense, présenter les éleveurs en général de races locales qu'on peut découvrir tout au long du salon. Alors ce matin, elle a eu un vrai privilège. Elle a rencontré François Hollande, le président de la République. Tout à fait. Donc, Monsieur le Président s'est arrêté auprès de Philouz ce matin. Et donc, là, on lui a présenté donc, la famille, parce qu'on est venu à 5, donc avec mon épouse et les 3 enfants. Parce que on est tous passionnés par le monde agricole et donc ça se transmet de génération en génération. Eh ben Dominique, je vous souhaite un bon salon, ça va durer pendant 9 jours et nous on se retrouve tout à l'heure, vous verrez, on sera près des Aubrac, une race que vous connaissez bien dans le sud. Oui, merci Bertrand. Et puis on est content de voir que Philouz donc n'a pas le blues. Alors on ouvre la première partie de notre émission. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui nous différencie entre agriculture de Midi-Pyrénées, de Languedoc-Roussillon? Alors messieurs les présidents de chambre régionale, je vous pose une première question qui m'a paru un peu bizarre. D'ailleurs, on n'est pas à côté du tout ici sur les stands. Hein. Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Pourquoi, Jean-Louis Cazobon? Ben ça, je n'en sais absolument rien. Hein. Qui a fait le coup? Ça se passe comme ça, sûrement. Un tirage au sort, peut-être. Si. C'est un Je tirage n'ai pas la au sort. réponse. Alors, Tirage au sort. mais alors, on va y revenir tout à l'heure, mais vous êtes beaucoup plus près, finalement, Jean-Louis Cazobon, d'Aquitaine pour l'instant, avec un label commun, notamment Sud-Ouest de France. Il va falloir revoir ça aussi. Oui, bien sûr. Nous étions en train de développer la marque Sud-Ouest, un peu à l'instar de ce qui s'est fait dans Languedoc-Roussillon avec Sud de France. Et là, aujourd'hui, sans doute, on rejoindra Sud de France. Ça s'appellera peut-être comme ça. Je ne sais pas. Il faudra y travailler. Oui, c'est une info, Denis Cartier, Sud de France pour tout le monde. Non, Sud de France, moi je ne sais rien. C'est d'abord, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on commence à travailler, filière par filière. Et puis après, bien entendu, que les politiques qui vont gérer demain le seul conseil régional, on verra comment on s'organise. Et bien entendu, nous, on souhaiterait que cette marque commune qui fait une vraie réussite et qui a permis, notamment sur le marché viticole, de booster les volumes à l'export, donc qui puisse être reprise pour toutes les productions. Alors, on va voir justement se réunir. Pourquoi faire se réunir? Sur quel terrain de jeu, entre guillemets? Quel poids va avoir cette agriculture languedocienne et midi-pyrénéenne? On regarde ça avec François Ollier. Principal trait d'union entre les deux régions, c'est la viticulture. Première production du Languedoc-Roussillon, le vin est aussi présent en Midi-Pyrénées, de façon plus symbolique, mais représentative de plusieurs territoires. Du Gard jusqu'au Gers, la vigne et les vignerons feront de la future grande région la première de France en volume de production viticole. Les céréales seront aussi une de ses richesses. Le Lauragais, la Lomagne, en s'orientant vers la culture du blé dur, se sont ouverts des marchés prometteurs. Plus encore lorsque les paysans ont fait l'effort d'une reconversion en agriculture biologique. Sur le bio, les deux régions sont les premières de France, une tendance forte qui, du Languedoc aux Pyrénées, correspond à un nouvel état d'esprit chez beaucoup d'agriculteurs. Je ne me sentais plus en harmonie avec mon métier et avec la nature. Donc le fait d'être repassé en bio, oui, ça m'a permis de retrouver ça et de m'épanouir. Si les agricultures de nos deux régions répondent bien aux évolutions de la consommation, elles devront aussi s'adapter aux nouvelles contraintes climatiques, particulièrement au manque d'eau. Une évolution largement engagée en Languedoc-Roussillon, beaucoup moins en Midi-Pyrénées, où certains responsables agricoles imaginent toujours stocker l'eau de l'hiver pour les sécheresses de l'été. Nous avons beaucoup d'eau dans les Pyrénées, nous avons de la neige. Au printemps, on voit toute cette eau, toute cette neige qui passe dans la Garonne, qui n'est pas stockée. Elle est en abondance à ce moment-là, et en été, on manque d'eau. Et ça, on a beaucoup de mal à le comprendre. Plus que des grands travaux, la réponse méditerranéenne, ce sont des systèmes qui permettent d'économiser l'eau, comme le goutte à goutte. Reste à voir si l'exemple languedocien saura faire école dans le bassin de la Garonne. Mais la plus grosse difficulté pourrait survenir de stratégies marketing concurrentes. Sud de France, créé en 2006, garantit un vrai succès commercial pour le Languedoc-Roussillon. Sud-Ouest France, qui réunit Aquitaine et Midi-Pyrénées depuis 2012, a plus de mal à s'imposer. Entre ces deux marques, c'est certain, les agriculteurs de la future grande région devront choisir. Voilà, Denis Cartier, tout est dit. Il va falloir choisir. Sud de France est une marque qui a été mise en place avec des moyens importants, qui ont parfois été critiqués. Ça fonctionne aujourd'hui. Vous en avez parlé à propos des exportations de vin. Demain,
comment faire avec nos futurs amis de Midi-Pyrénées qui, eux, sont plutôt tournés vers l'Aquitaine. On remet tout à plat ou on garde cette marque Sud de France? Je redis, il va falloir qu'on travaille ensemble. Moi, vous n'allez pas me faire dire aujourd'hui s'il faut la garder. Bien, nous, on le souhaiterait, mais on ne compte surtout pas rien imposer à nos amis de Midi-Pyrénées. C'est dans la discussion, le dialogue, qu'on verra ce qu'on peut faire. Mais certainement dire que cette marque-là a permis aux entreprises qui exportent, je l'ai redit, je vous le redis, qui a permis de travailler et de développer leur marché. Donc c'est un socle commun qui permet aux entreprises et aux interprofessions de travailler et de mettre en avant les produits. Benoît Redoulès, vous travaillez, j'allais dire, plutôt peut-être sur un marché national avec une appellation qui vaut peut-être autant, voire plus que ces labels. Oui, le Roquefort, c'est 90 ans d'appellation d'origine qu'on fête cette année, reconnu mondialement, ouvert à l'exportation depuis de très nombreuses années. Alors c'est vrai que la marque, pour la partie Roquefort, on l'utilise très peu. Voilà, mais à l'avenir, pourquoi pas identifier encore plus ce produit-là pour s'ouvrir sur de nouveaux marchés, type l'Orient, où on commence à s'implanter. Mais voilà, c'est parlant, la France, sud de France, sud-ouest, pourquoi pas. Monsieur Van Ruys, sur le vin, j'y reviens pour Sud de France, la marque a vraiment permis, notamment cette année, de battre des records en Chine à l'export. C'est le travail de structure qui a été fait après des années de crise. Mais il y a aussi cette promotion Sud de France. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir là-dessus et travailler avec les vins de Gaillac, par exemple? Alors, vous l'avez dit, compte tenu de l'investissement qui a déjà été réalisé sur cette marque-là, en changer, donc aurait effectivement un certain nombre de conséquences. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que cette marque, elle est très utile pour les entreprises, plus nous sommes loin de la région de production, et notamment des marchés en plein développement, donc, comme la Chine. Alors la vraie question, je crois qu'il faut qu'on la pose aux entreprises du secteur. Bien sûr, il y aura un lien aussi avec le nom de la future région, parce qu'encore une fois, dans le monde du vin, cette future grande région, elle sera à la taille d'un grand pays viticole. Donc, il y aura aussi donc une réflexion à mener sur le nom de la région et bien sûr le nom de cette marque fédérative. Jean-Louis Cazobon, la lisibilité justement de nos vins, dont on sait en Midi-Pyrénées qu'elle n'est pas forcément évidente, est-ce que c'est le moment de profiter justement de cette réunion de nos régions pour nous rendre plus lisibles, notamment, surtout au plan viticole? Je pense, là, je pense tout à fait, oui. Bon, pour plusieurs raisons. D'abord, en termes de moyens. Sud de France a une notoriété, d'abord, au niveau viticole, parce qu'il pèse de par sa surface, mais aussi de par les moyens que l'on y a mis. En enveloppe financière, ça pèse quand même assez lourd. Et puis, donc, ça devra, vraisemblablement, ça pourra attirer la viticulture de Midi-Pyrénées. En gros, il y a quand même 19... Il y a quand même, quand tout à l'heure je disais un fil commun, conducteur, quand je parlais d'ADN commune aux deux régions, c'est la qualité. 18 ou 19 000 exploitations viticoles sont sous signe qualité. Il y en a 4 000 chez nous. Alors là, et là où je dis complémentarité, là il y a tout le liquide. Le solide, il est plutôt chez nous. Et il y en a voilà, 11 000 on va s'arranger, on va y arriver. Et qui sont complémentaires et ce sont des produits qui s'associent très bien. Allez, rapidement sur le liquide et après on va aller voir les bêtes. Oui, alors, oui, un enjeu également. Il n'y a pas que la promotion des produits, il y a aussi l'attractivité du territoire qui va être extrêmement importante. Une question est posée dans ces deux régions, c'est le renouvellement des générations. C'est aussi la capacité d'accueillir d'autres entreprises du secteur viticole ou agroalimentaire qui vont venir donc créer de l'emploi et créer de la richesse dans le territoire. Donc au-delà du nom de la région, du nom de la marque, il y a aussi effectivement donc, cet enjeu fondamental pour les deux régions. Denis Gartier, vous vouliez ajouter... Je voulais rebondir par rapport à ça, mais d'abord dire que si l'agglomération a perdu presque près d'un tiers de sa surface, il faut quand même le constater, en 20 ans ou 25 ans, on a fait un vrai bouleversement. Et donc on a aujourd'hui que les 2 tiers des signes de qualité qui sont produits en viticulture sur vins de Pays d'Oc IGP, sur les appellations effervescentes, les appellations vins tranquilles et voilà. Et on voudrait demain, dans ce cadre-là, continuer le bouleversement et le renouvellement qu'on a fait, c'est-à-dire de faire augmenter, progresser les agriculteurs et de là en faire revenir d'autres. Mais pour en faire revenir, on a aussi le tourisme qui chez nous et le no-tourisme qui demain sera un des piliers de notre développement qui permettra de faire venir de nouveaux agriculteurs, de nouveaux types d'exploitation
nouveaux types d'exploitation et d'investisseurs peut-être aussi. Alors nous parlions solide, nous parlions liquide. S'il y a bien une filière où les deux se mélangent, c'est l'élevage. On va s'arrêter un instant sur la filière bovine avec peut-être que les plus fins gourmets d'entre vous le savent, mais pas la majorité des consommateurs. Plus de 80% de la viande de bœuf consommée en France est de la vache. Pour des raisons culturelles, mais aussi économiques, en Lozère, la totalité des mâles sont exportés vers le pourtour méditerranéen et principalement vers l'Italie. On regarde ce reportage que vous avez réalisé, Sébastien, avec des images signées Yannick Le Ternier. C'est une belle journée d'hiver qui débute à Arzinc de Randon. Une journée qui va marquer la fin d'un travail commencé au printemps dernier, celui de l'élevage de ces broutards aubrac. Des animaux que le consommateur français ne verra jamais dans son assiette. Tous vont être exportés vers l'Italie pour finir leur engraissement. Parce que la viande de broutard mâle ne se consomme pas en France. Elle se consomme en Italie, mais elle ne se consomme pas en France. C'est-à-dire que sur votre exploitation, vous ne gardez que les femelles pour la boucherie? Que les femelles pour la boucherie. Pour l'élevage et pour la boucherie. Aucun mâle. Alors quand on mange du bœuf, on mange de la vache. Quand vous mangez du bœuf, vous mangez de la vache, vous ne mangez pas du mâle. En France, plus de 80% de la viande de bœuf consommée est de la vache. Lent et coûteux à engraisser, jusque dans les années 60, le mâle tirait sa valeur de sa force motrice. Mais avec la mécanisation, son crédit s'est effondré. Les éleveurs ont donc dû trouver un nouveau débouché. En Lozère, c'est dans cette coopérative que les mâles sont valorisés. Depuis 40 ans, la quasi-totalité de la production est exportée vers l'Italie. Là-bas, on aime la viande rose pâle de ces jeunes bovins et contrairement à la France, on a les moyens de les engraisser. Pour l'instant, il n'y a pas photo, on est incapable de faire aussi bien qu'eux. C'est à cause du prix des céréales notamment? À cause du prix des céréales et surtout parce que les Italiens font 2 cultures par an dans le nord de l'Italie. Donc en faisant 2 cultures par an, ce qu'on est incapable de faire en France, il n'y a aucune solution pour que nous on soit compétitifs. Si la partie semble gagner pour les mâles, la filière aubrac n'a pas pu se reposer sur ses lauriers. Dans ces exploitations de montagne, les conditions de travail sont difficiles et l'on produit une vache de niche. Ces races à viande rustiques sont destinées aux boucheries traditionnelles. Alors depuis 20 ans, tout le travail a consisté à se démarquer du reste du marché, constitué par des vaches laitières de réforme qui fournissent les rayons à bas prix. Les éleveurs du Massif central, les éleveurs aubrac en particulier, on a créé des filières. Alors ça s'est fait suite à un choc, c'était le choc de la vache folle. À l'époque de la vache folle, qu'on ait une vache aubrac issue des montagnes ou qu'on ait une vache lambda, tout était sur le même marché. Les éleveurs de nos secteurs ont dit il faut qu'on trouve une solution pour se démarquer. Et c'est là qu'on a créé des filières label rouge, bœuf famille aubrac, et puis la fleur d'aubrac, la génisse fleur d'aubrac, IGP. Avec ces labels haut de gamme, les éleveurs de l'aubrac bénéficient des tarifs parmi les plus rémunérateurs du marché français. Un prix d'achat au kilo qui a une autre vertu, il fonctionne comme une sorte d'amortisseur pour les éleveurs qui ne sont quasiment plus soumis aux fluctuations du marché. Benoît Roudoulès, vous êtes éleveur, laitier, mais quand on voit ces filières de qualité qui se développent dans le sud du Massif central, qui existent dans les Pyrénées, ne vont-elles pas justement entrer en concurrence et ne faut-il pas réfléchir à quelque chose de commun? Alors concurrence, alors je ne sais pas trop. Moi j'ai 2 filières qualité sur mon exploitation, le Roquefort, l'Aïros de Lautrec. C'est 2 filières, 2 produits quand même très typiques de notre territoire. Alors rentrer en concurrence sur notre territoire, pas forcément, avec d'autres produits du monde entier, oui, ça certainement. Et le fait d'avoir des démarches qualité, ça nous permet de nous défendre et de protéger notre savoir-faire qui date de plus de centaines d'années. On vient de voir là qu'énormément de bœufs partaient à l'export. Est-ce que aujourd'hui, finalement, être dans un marché de niche quelque part comme le vôtre, c'est pas aussi plus stratégique? Aujourd'hui, je ne sais pas si en France, on a les moyens d'être concurrentiel à d'autres marchés. Je pense par exemple aux céréales. Notre région, que ce soit Languedoc ou Midi-Pyrénées, on ne fait pas des 100 quintaux par rapport à la Beauce, ici, région parisienne. Si on ne se défend pas sur autre chose, on ne pourra pas avoir beaucoup d'agriculteurs. Voilà. C'est le but aussi d'avoir des filières, se démarquer, rentrer des niches, vente directe, peut-être la production bio,
Voilà, des choses comme ça, il faut qu'on arrive à être innovant. On va aller voir un éleveur, je crois, hein, Sébastien. Oui, parce que Bertrand a trouvé un éleveur de vaches Aubrac. Et Bertrand, est-ce que vous avez trouvé donc une vache Aubrac, c'est ça, et son éleveur qui sont venus à Paris? Effectivement. Et il y en a plus qu'une seule, effectivement, de vache Aubrac. Regardez celle-ci qui est derrière moi. Elle pèse près de 800 kilos, vous vous rendez compte. Elle est magnifique, elle a eu un voyage assez long. Elle est arrivée hier, forcément. Elle a passé sa première nuit ici à Paris. Mais ça va mieux. Alors, à côté, un éleveur, Lilian. Oui, bonjour. Ce sont vos bêtes. C'est vraiment compliqué pour les bêtes de venir jusqu'ici. C'est un voyage fatigant, stressant. C'est compliqué, c'est pas compliqué parce que les bêtes sont beaucoup habituées à sortir sur des manifestations. Donc, on les a chargées hier dans la journée. Elles ont voyagé pendant 7h30 par là. Et elles sont arrivées, elles sont couchées dans la paille, mangées. Donc elles ont passé un bon voyage, quoi. Elles sont bien habituées en arrivant. Et alors quel est votre rôle auprès d'elles là pendant ces premiers jours? Notre rôle c'est de bien veiller, qu'elles se couchent bien, qu'elles boivent bien, qu'elles s'alimentent bien, qu'elles se reposent, quoi. Les 2 premiers jours et puis après on les fait belles tous les jours de plus en plus. Et alors être à Paris c'est essentiel pour vous? Ah oui, parce que c'est pour représenter notre élevage, pour faire la promotion pour la race Aubrac et faire voir qu'on a une belle race et bien présentée, quoi. Et je crois que d'ici quelques jours elles vont passer le fameux concours, là c'est un moment très attendu. Le concours sera mercredi soir à 4h. Donc on a encore 5 jours pour préparer. Avec une médaille. Et oui, c'est mieux. Merci Lilian. Voilà Patrick et Sébastien, on continue notre petit tour nous dans les allées du salon et on se retrouve tout à l'heure. Oui, on se retrouve parce que vous allez continuer à nous faire vivre l'événement de l'intérieur, notamment près des box. Alors, on ouvre la deuxième partie de cette émission parce que c'est un des temps forts de l'agriculture, c'est un des thèmes forts de l'agriculture. Il est devenu aujourd'hui presque autant qu'un geste pour l'environnement, un argument commercial. Il s'agit du bio. Le bio, donc, mis en avant. Mais alors, qu'est-ce qu'on met exactement, messieurs, sous cette appellation bio, Jean-Louis Cazobon? Le bio, aujourd'hui, c'est un signe officiel de qualité. Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Benoît. Dans notre région, c'est une mosaïque terroir. Au-delà du bio, qui se développe fortement et où pour lesquels il y a des politiques incitatives et ça va se développer encore. Il vaut mieux une appellation d'origine ou du bio? Ou pour le consommateur, c'est 2 bonnes garanties? Je dirais les 2, mon adjudant. On ne peut pas se cloisonner au tout bio ou tout à l'appellation d'origine. Mais par rapport à ça, dans une région qui est comme la nôtre, et maintenant dans notre future région, c'est une véritable mosaïque terroir. Pour Midi-Pyrénées, si je reviens à ce qu'il y a 20 ans, les produits sous signe officiel de qualité, il y avait 7% des volumes. Aujourd'hui, on en est à 22%. En 2013, 22%, ce qui fait que ça pèse énormément. Et c'est une stratégie, on ne fera jamais 100 quintaux de blé dans des collines que nous avons chez nous. Or, il y a des savoir-faire d'hommes et de femmes qui sont ancestraux et à travers cela, c'est des produits de qualité. Et ça, dans l'économie régionale, le futur président ou la future présidente du conseil régional que nous aurons, notre région, il faudra lui expliquer qu'il y a quand même 74 000 exploitations, que tout cela, ça porte 140 000 emplois, 145 000 emplois dans notre future région, ce qui n'est pas neutre. Denis Cartier, sur ce thème-là, je crois que ce qui est important par rapport au bio, c'est vraiment que c'est un vrai marché qui est exponentiel en termes de croissance, mais effectivement qui n'est pas la seule voie que doit emprunter l'agriculture pour vous. Non, ce n'est pas la seule voie, mais moi par rapport, je voulais d'abord rebondir un peu sur ce qu'a dit Benoît. Vous aussi. Mais oui, parce que... Ça rebondit beaucoup aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'il faut aussi que vous compreniez que notre grande future région, vous avez monté la Lozère, on a vraiment une agriculture et un élevage extensif, ce qui peut être pas le cas dans tous les départements qu'on a. Donc on aura aussi ces spécificités intra-grande région, où on aura aussi ces discussions et ces orientations à faire partager, parce que des zones, pas désertiques, mais quand même très peu peuplées, avec des éleveurs qui occupent ce territoire-là, c'est aussi important, il faudra que ça soit entendu. Après, par rapport à votre question, par rapport au bio, bien sûr que le bio, c'est un signe de qualité, ça a été dit et redit, donc ça, c'est porteur aujourd'hui. Les agriculteurs sont les meilleurs aménageurs, je dirais, du territoire, et c'est eux qui le façonnent. Et donc, par rapport à ça... Ça n'a pas toujours été le cas, cet amour entre l'agriculture et le bio. C'est nouveau quand même. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les agriculteurs ont compris qu'il fallait des signes de qualité, que ce soit de l'appellation, que ce soit des IGP, ou que ce soit un signe de qualité comme le bio. Les agriculteurs ont aujourd'hui relevé ce défi-là. Le défi de l'agroécologie, c'est aussi ça. Alors justement, parce que François Hollande est passé ce matin, à l'heure du laitier, j'allais presque dire, à 7h moins le quart, il a parlé d'agroécologie. C'est quelque chose qui vous parle, messieurs, l'agroécologie, Benoît Rodoulès?
Alors l'agroécologie, oui, réduction des intrants, réduction des produits phytosanitaires, la gestion de l'eau. Alors notre département, moi, le Tarn, il ne faut pas trop en parler en ce moment. Oui, ça fait. C'est chaud. Il faut en parler, mais avec retenue. Voilà. Enfin, retenue, ou pas d'ailleurs, ou sans retenue d'ailleurs, avec le barrage de Sivens. Sur un reportage juste qui vient de passer, on voit de l'eau passer dans les Pyrénées, on ne peut pas la stocker, des grosses difficultés à faire des retenues. Gérer l'eau, distribuer l'eau avec du goutte à goutte, oui, mais il faut pouvoir la capter, cette eau. Dans l'Hérault, il y a beaucoup d'eau qui tombe, et ils stockent aussi très peu d'eau. Dans l'Hérault, il tombe beaucoup d'eau, certes, mais c'est aussi disparate. Les abats d'eau, on a surtout des moments où on n'a surtout pas d'eau. Et donc aujourd'hui, la vraie question, et la culture méditerranéenne, je dirais, du Languedoc-Roussillon, c'est la stocker, parce que sans eau, on ne pourra pas se développer. Donc c'est une vraie question qui est transversale aux deux frontières ex-Midi-Pierre. Donc l'eau, c'est un vrai sujet central qui sera à l'ordre du jour de nos premières discussions. Alors Jean-Pierre Vandruys, vous allez prendre la parole dans quelques instants, mais on va voir justement comment, sur le terrain, ça fonctionne pour des agriculteurs qui ont choisi d'utiliser le bio, notamment un des secteurs où s'applique beaucoup cette tendance, la viticulture. Ça se passe chez un producteur de l'Hérault et dans une coopérative du Gard. C'est un reportage de Philippe Barre et Franck de Tranchant. Oui, non, mais il faut laisser une tête pour le reprendre. Nous sommes dans les vignes d'Olivier Hazan à Pinay, au nord du bassin de Thau. Ce jour-là, ce sont des mains féminines qui taillent la vigne. Et la vigne bio, ce vigneron connaît ça depuis plus de 30 ans. Il a été l'un des défricheurs de ce mode de culture dès les années 80. Je suis passé au bio parce qu'avant je faisais des pommes et avec les pommes on traitait tout le temps et je voulais faire quelque chose qui me permette d'avoir un produit que je commercialise jusqu'à la fin, et le bio je pensais que c'était vraiment la chose qui était intéressante à faire. Le bio, c'est plus compliqué que l'agriculture traditionnelle. Les produits chimiques phytosanitaires sont interdits, de même que les désherbants de synthèse. Seuls les intrants naturels sont autorisés. Pour les vers de la grappe, par exemple, on utilise ce petit fil entortillé, des phéromones naturels. Une odeur de phéromones dans l'environnement qui perturbe la fécondation des papillons. Et comme la fécondation est perturbée, il y a moins de papillons, donc moins de vers de la grappe. Dans son domaine, Olivier Hazan produit annuellement près d'1 demi-million de cols pour un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. On est très loin de l'image d'Épinal du vigneron organique, cultivant seulement quelques hectares et vendant son vin sur les marchés bio. Oui, aujourd'hui, le bio est à maturité. Aujourd'hui, les marchés sont là, sont présents. Il y a des demandes, y compris en grande distribution, donc pas qu'en France, mais dans toute l'Europe et même dans le monde. Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les produits bio et naturels. Et aujourd'hui, on a une place à prendre et il faut qu'on la prenne. Changement de décor, direction Vergès, dans le Gard, à la coopérative Héraclès, première en France en matière de commercialisation de vins bio. Et ce choix de la culture biologique, c'est en fait une histoire d'eau minérale. On était un petit peu poussés par la source Perrier à l'époque. Ce sont eux qui nous ont expliqué qu'il valait mieux se mettre au bio pour protéger leur source. Depuis, la cave vinifie chaque année près de 60 000 hectolitres et les rendements atteignent près de 90 hectos à l'hectare, soit autant qu'en viticulture traditionnelle, malgré un surcoût non négligeable. Le handicap, c'est surtout au niveau de la main-d'œuvre, du travail qu'il y a à faire, quoi. On estime entre 20 et 30% le surcoût selon la technicité de l'opérateur, de l'agriculteur. Le Languedoc-Roussillon est désormais le premier vignoble du monde en bio, avec plus de 20 000 hectares produisant un tiers des vins biologiques français. Jean-Pierre Vandruys, on le voit dans ce reportage, c'est un investissement de temps et d'argent pour produire bio. Est-ce que ça vaut le coup? Le principal enjeu, c'est que le bio s'accompagne, se développe au fur et à mesure que son marché se développe. Aujourd'hui, produire bio, ça coûte plus cher. Le vigneron vient de l'indiquer. Aujourd'hui, c'est à peu près 8% de la production nationale. Le Languedoc-Roussillon est un leader incontesté donc en matière de production, avec même un salon dédié tous les ans, donc au mois de janvier, avec des acheteurs venus du monde entier.
avec des démarches à la fois de vignerons qui produisent des volumes importants et puis des démarches plus personnelles de vignerons qui sont très attachés à leur terroir, à une personnalisation très forte de leurs produits. Donc l'enjeu, bien sûr, c'est de développer le bio au fur et à mesure que le marché pourra accompagner la démarche. Ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'au-delà du bio, de l'agroécologie, il y a un formidable effort d'innovation dans le vignoble. On va en parler en troisième partie de l'émission. On va en parler, mais sur le marché. Ça rebondit et ça va très vite. Ça rebondit trop vite pour nous. Non, mais sur le marché, justement, je voulais moi aussi rebondir avec Denis Cartier. On sait qu'il y a un effet bulle en ce moment avec le marché du vin bio. Il y a eu des perturbations, on va dire, avec un négociant qui a été obligé de mettre la clé sous la porte, en tout cas placé en redressement judiciaire, autant que je me souvienne. Le principal négociant du Languedoc-Roussillon. Est-ce qu'il n'y a pas un effet bulle? Est-ce qu'on ne prend pas un risque à aller si vite dans ce domaine? Non, on ne peut pas aller si vite. Non, c'est justement le marché bio, il se développe, mais il y a eu une crise il y a quelques années, donc ça a mis des gens qui ont pris des mesures agro-environnementales et donc ils nous amènent aujourd'hui des volumes en viticulture. Je m'excuse pour les autres filières, puisqu'on est quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, on est le premier producteur en vin, en grande culture un peu moins, mais en maraîchage, on est aussi bien placé en 4e position. Je veux dire, en fruits et légumes, on est en 4e position aussi. Donc, le marché bio se développe. L'effet bulle, non. C'est-à-dire qu'il faut que les marchés, que les volumes produits en bio se cadrent sur le développement du marché et notamment à l'export. Jean-Louis Cazobon, il y a des secteurs peut-être où c'est plus compliqué de passer en bio. Effectivement, il y a des secteurs comme des zones géographiques. On ne va pas passer en bio, en viticulture, aussi facilement dans le nord de la France qu'au sud aussi. Oui, le temps joue pour nous. Voilà. Alors dans d'autres secteurs, c'est plus compliqué et le différentiel de coûts est plus élevé. Alors le consommateur, je pense sincèrement que le bio va se développer encore. Puis à un moment donné, il plafonnera aussi. Je vous rappelle que tout le monde n'a pas des moyens considérables pour se nourrir au quotidien. Alors, oui, parce que le consommateur le paye aussi, cet investissement supplémentaire. Il y a de la place pour tout un tas d'agriculture raisonnée, économe en intrants, avec l'innovation qui se profile là, qui rentre dans les fermes, qui est là depuis plusieurs années, mais qui s'accentue au fur et à mesure que le temps passe. Je pense qu'il y a de l'avenir aussi pour d'autres productions. Alors là, je voudrais rééquilibrer, pas nous parler uniquement que de viticulture, parce que dans notre région, même en bio, vous avez plusieurs milliers d'exploitations qui sont engagées dans la démarche. Là, je voudrais revenir un peu vers l'élevage parce qu'on a besoin de conserver ça. Il l'a un peu abordé, Denis, tout à l'heure. C'est le couple homme-animal qui façonne le paysage. Et vous superposez une carte des sites touristiques fréquentés en Midi-Pyrénées. Je vous rappelle, alors je ne connais pas les chiffres en Languedoc-Roussillon, mais eux doivent les connaître. Le COS-Cévennes classé à l'UNESCO, c'est l'agropastoralisme. C'est 50 000 emplois qui sont portés par le tourisme. Et le tourisme, l'agriculture, elle sert de socle à l'activité touristique. Rocamadour ou le col du Tourmalet ou Gavarnie, s'il n'y a pas l'homme et l'animal dans ces zones-là, je donne peu cher du tourisme à l'avenir. Oui, c'est une opinion que vous partagez, Benoît Rodoulès. On parlait du loup notamment avant l'émission. Tout à fait. Donc, le Lot, l'Aveyron, l'Écosse de Lozère, le Larzac. S'il n'y a pas d'élevage, alors déjà il y a des difficultés parce qu'il faut habiter sur ces zones-là. On a parlé de la Lozère, mais il faut y être né un peu. Il faut avoir envie d'y vivre. Et Sébastien y vit, c'est pour ça qu'il sourit. Là, si, en plus de contraintes géographiques, climatiques, on nous impose des choses sur le terme écologie. Alors là, on a parlé tout à l'heure en aparté du loup, par exemple. Un grand prédateur, il a certainement sa place, mais il faut l'éduquer. On ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi avec ce prédateur-là. Et des zones, je pense au Mont Aubrac, par exemple, où il y a des personnes, ils vont quasiment plus monter en estive. Cette année, ils sont montés un mois, ils sont redescendus à force d'attaque des génisses qui sautaient des barres rocheuses, etc. Et il y a combien de loups là encore? Donc dialogue sur cette agroécologie. Alors 5 à 6% du Roquefort actuellement sur le marché est bio, c'est à peu près ça? Oui, 5%. 5%. Alors mais bio ou pas, on va quand même regarder comme ce fromage qui fête cette année ses 90 ans d'appellation, qui est une vedette de ce salon, comment il est fabriqué. C'est un reportage de Mathilde de Flaménil
et Régis de Kecker. Sur des travées de chêne, des fromages en sommeil, des pains, comme on les nomme, bercés par l'air et l'humidité propre à ces caves. Depuis près d'un siècle, chez ce fabricant artisanal, le décor est le même, le procédé aussi. On fabrique toujours avec le lait du jour, toujours manuellement. Donc on met un moule à la main, on met du pénicillium roqueforti qu'on cultive sur pain avec la même recette que mon grand-père qui a commencé en 1927 et depuis je garde la même recette. Voilà. La recette, du lait cru de brebis exclusivement de race Lacaune, collecté sur un rayon d'environ 100 km autour de Roquefort. Recette officielle, protégée depuis 1925 par 2 lettres capitales, AO, appellation d'origine. À l'époque, une manière d'éviter tout simplement les fraudes du côté des fabricants, mais aussi des éleveurs. Il y avait un mélange des laits de brebis, de vaches ou quelquefois de chèvres. Et donc l'appellation d'origine était née de la volonté des industriels de faire en sorte que l'affinage soit uniquement dans les caves à Roquefort et de la part des producteurs que ce soit uniquement en lait de brebis et au lait cru. Revue et corrigée, l'AO antifraude devient en 1979 l'AOC, appellation d'origine contrôlée, puis l'AOP, appellation d'origine protégée. Aujourd'hui, l'objectif est simple, protéger un territoire, 7 fabricants de fromage et 4000 producteurs de lait. C'est une garantie d'avoir une production non délocalisée, tant d'un point de vue éleveur que d'ailleurs d'un point de vue fabricant. Et c'est une garantie, je dirais, pour des consommateurs d'acheter un produit avec une origine garantie, c'est évident. La réputation est faite partout. Le Roquefort symbolise l'excellence de la gastronomie française. Chez ce fabricant adepte du fait main, l'affinage se fait même sur mesure, plus ou moins typé ou onctueux en fonction des régions de destination. Région parisienne, beaucoup de bleu, très persillé, un peu typé. Dans le sud, plus doux. Voilà, donc on s'adapte en fonction du goût de chacun. Enfin, le Roquefort est aussi l'emblème de la résistance des fromages au lait cru face à la pasteurisation systématique, une résistance devenue de plus en plus fragile à l'heure de la mondialisation. Denis Cartier, avant de revenir vers vous, Benoît Redolès, on le voit, une appellation, un terroir, une marque. C'est ça qui fonctionne en agriculture. Oui, c'est ça qui fonctionne. Donc ça veut dire qu'il faut le conserver. Et quand on saura, quand Jean-Louis disait tout à l'heure que le futur président ou présidente de la région, et quand on va, il faut qu'on les ait comme alliés pour continuer à défendre le pastoralisme méridional. C'est-à-dire que dans le cadre de la PAC, on s'est battu pour que toutes les surfaces qui sont plutôt extensives soient défendues. On y est arrivé partiellement. Je crois qu'on doit continuer à aller dans cette voie-là parce que sans ça, le territoire ne sera pas façonné de la façon qu'on connaît aujourd'hui. Jean-Louis Cazobon, je vous voyais acquiescer. On ne signe pas encore le contrat de mariage, mais apparemment, il y a des lignes qui sont en train de s'écrire. Vous partagez l'analyse de Denis Cartier? Oui, bien sûr, tout à fait. Bon, là, par rapport à l'aparté sur les grands prédateurs, moi j'ai une position assez tranchée. Ah, on revient sur les grands prédateurs. Ouais. Et on voit d'ailleurs des animaux à l'antenne. Depuis le chaperon rouge, on n'a jamais pu faire cohabiter le loup et l'agneau. Alors, on va y arriver difficilement demain. Mais bon, ça c'est un enjeu. C'est sûr que pour ces zones difficiles, là, pour tout ce qui est pastoralisme, et on a besoin du pastoralisme, je vous le disais tout à l'heure, le ski, le tourisme dépendent du pastoralisme. C'est une aménité de l'agriculture, comme disent les technocrates bruxellois, mais les paysans l'utilisent aussi de temps en temps, ce terme. Oui, ça contamine. Benoît Redolès, donc pour en revenir à cette appellation, pour vous c'est vraiment la marque phare, 90 ans d'appellation Roquefort. C'est au-delà peut-être du bio, de tout ce qu'on vient de dire, vraiment l'argument de vente. Ouais. 90 ans, c'est une date, en 1925, l'appellation d'origine, c'est une loi, c'est la seule appellation qui a été décrétée par une loi. Ça a été voté à l'Assemblée nationale, ça s'appelait la Chambre des députés et au Sénat, à l'époque c'est la seule. Mais c'est un millénaire d'histoire. Le Roquefort, le premier à arrêter, ça a été en 1666. Vous voyez, le Roquefort, c'est le comté de Toulouse contre les contrefaçons. Voilà. On n'en était pas aux fusions des régions à l'époque, on en était au comté. Non. Mais il y avait encore le loup. Oui. Le loup, il y était. Il faut savoir, le loup, en aparté, c'est 10 000 morts au moins jusqu'au 19e siècle en France. Alors on en était au comté, mais on parlait de Roquefort. Donc allez-y, poursuivez. Le Roquefort, pour nous, c'est vraiment, je pense, un produit phare de la future région.
Et c'est vrai qu'il faut qu'on continue à défendre notre pastoralisme sur des zones où on n'a pas un territoire facile. Et si on ne défend pas des zones un peu plus difficiles de pâturage parfois, ces milieux-là vont se fermer et avec tous les risques que ça peut concourir. Alors, défendre les traditions et se projeter dans l'avenir, on ouvre le dernier chapitre de cette émission qui est consacré à l'innovation. Alors, c'est avec le bio le deuxième thème fort de ce salon. On a dit donc l'innovation, mais finalement, messieurs, est-ce que c'est réservé qu'aux plus riches des exploitants agricoles, cette innovation, ou pas, Jean-Louis Cazobon? Alors, je ne dirais pas que c'est réservé aux plus riches, mais il y a certaines applications de l'innovation. Je pense à l'agriculture assistée par GPS aujourd'hui, tous ces capteurs intégrés dans les machines sur des clés USB qu'on remet lorsque vous épandez l'engrais, qui vous dose les drones. Tout ça, c'est rentré dans les exploitations. Et puis, il y a d'autres types d'innovation aussi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on met sous ce vocable innovation. Je pense qu'aujourd'hui, la distribution même des produits agricoles, des produits alimentaires, peut être source d'innovation. On appelle ça les circuits courts, circuits de proximité. Vous voyez fleurir tout un tas de modes de distribution. Tout ça, on change, on s'adapte. Alors c'est curieux que vous disiez ça, parce que quand on pense au circuit court, on se dit oh oui, c'est la tradition à l'ancienne, avec l'agriculteur de proximité, mais pour vous, ça fait partie de l'innovation. Oui, bon, enfin, oui, bien sûr. C'est tradition et modernité, je dirais. Ma grand-mère, elle faisait du circuit court. Hein. Elle ne savait pas que ça s'appelait comme ça, mais elle en faisait déjà. Mais par contre, aujourd'hui, là, et beaucoup de jeunes, notamment dans nos régions, sont attachés à ce mode. Il y a André Valadier, qui est un Aveyronnais notoire, qui disait quand je me suis installé, j'avais 2 clients, Madame Bascule et Monsieur Voluconteur. Et puis aujourd'hui, on élabore le produit et on l'amène au bout et plus près du consommateur. Et ça, je crois que c'est important. Et c'est un atout pour notre future région. Parce que quand vous le regardez bien, quand on parle de tourisme, on a besoin de ces produits identitaires Roquefort. Et je ne citerai pas les autres parce qu'il y en a beaucoup dans nos régions. Je dis toujours Midi-Pyrénées. Mais je crois que le tourisme et l'accueil qui sont porteurs d'emplois, on doit y mettre les produits parce que le touriste est attiré aussi par ce binôme. Denis Cartier, simplement, sur l'innovation, on parle de produits, on parle de territoire, on parle de paysage, on parle peu de l'agriculteur. Est-ce que l'innovation, ce n'est pas aussi un moyen pour les agriculteurs d'avoir un rythme de vie plus adapté à une vie sociale, une vie de famille, qu'ont tous les salariés finalement aujourd'hui? Non, oui, bien sûr, de toute manière. Et puis on aura aussi l'agriculteur qui va venir exploiter et travailler différemment. Donc ça sera aussi un côté innovation. Mais par contre, pour tout, on aura aussi besoin d'avoir d'agriculteurs formés, d'avoir d'agriculteurs compétents, performants. On ne peut pas imaginer un seul instant que parce qu'on ne peut plus rien faire dans sa carrière professionnelle, l'agriculture sera le rebut. Ça ne sera surtout pas ça. Ça sera des gens qui devront être formés avec des bagages techniques et qui s'adaptent sur des territoires. Alors avec des moyens peut-être un peu plus restreints et donc avec des circuits courts ou des niches, des marchés de niche, peut-être avec moins de surface et essayer de dégager des revenus supérieurs. M. Van Ruys, sur la formation, l'innovation, c'est un petit peu le cœur du métier de l'Institut que vous dirigez. C'est le cœur du métier. Alors, je crois qu'il y a... Nous avons fortement insisté... Que vous partagez donc. Nous avons fortement insisté sur le poids dans cette future grande région de l'agriculture, de l'agroalimentaire, pour la création d'emplois, l'aménagement du territoire, etc. Mais il y a une autre force dans cette grande région. C'est la force de la recherche publique. 2700 chercheurs dans les sciences vertes à Montpellier, un pôle agronomique à Toulouse. Nous avons là des pôles qui sont reconnus mondialement. Un des grands enjeux pour préparer l'agriculture de demain, tout secteur confondu, c'est que ce pôle de recherche, grâce aux instituts techniques, aux chambres d'agriculture, à toutes les organisations qui sont sur le terrain, nous puissions travailler tous ensemble, par exemple avec les pôles de compétitivité, Agri-Sud-Ouest Innovation, Cali Méditerranée, pour que cette force de la recherche soit vraiment une chance d'avenir pour ce secteur agricole. Incontestablement, les agriculteurs, quel que soit leur type de production, ont modifié considérablement leurs pratiques. Mais il va falloir poursuivre cette indispensable évolution. Question quand même, on parle machine, on parle innovation. Est-ce que l'homme va quand même rester, Benoît Rodoulès? Alors, sur mes 2 productions principales, l'élevage, l'aérose, c'est vraiment beaucoup de main-d'œuvre, mais l'élevage, s'il n'y a pas l'homme,
je ne sais pas qu'est-ce qui... C'est de l'élevage sauvage, ensuite. Donc, l'innovation, c'est un moyen pour nous de travailler alors, sur différentes choses. Sur la recherche, on parle souvent de recherche, par exemple, utiliser moins de produits phytosanitaires, ça veut dire quoi? Il y a toujours les maladies. La recherche doit nous aider à lutter contre ces maladies. On a vu tout à l'heure le viticulteur avec les phéromones et des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est de l'innovation. Et nous, en tant qu'éleveurs, on doit avoir de l'innovation avec nous et on doit avoir surtout de la recherche. Mais ça ne remplacera pas l'homme. Voilà. On l'a vu, alors il y a notamment un projet, on va prendre des exemples concrets, il y a notamment un projet concret, c'est un robot viticole en Midi-Pyrénées, c'est ça qui est testé, notamment pour le ramassage de la vigne. Ça, c'est des choses traditionnelles comme la vendange, les vendanges, on gardera toujours la main quand même dessus. Alors effectivement, donc, en matière d'innovation, et ça fait partie des chances que nous pouvons avoir dans cette grande région, ce sont les agrotiques. Donc, c'est tout ce qui va être effectivement donc, les technologies de géolocalisation, toute la technologie de capteurs, etc. Donc, pour aider l'agriculteur, et puis aussi, bien sûr, les biotechnologies. Donc, nous avons la chance donc, d'avoir dans cette grande région un potentiel de recherche extrêmement important. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est qu'il soit mis à disposition donc, des filières agricoles régionales. Alors, dans ce domaine-là aussi, n'oublions pas, c'est qu'en termes de création d'emplois, et en particulier dans la filière vitivinicole, le nombre de prestataires de services, c'est en viticulture, depuis le pépiniériste, l'œnologue, l'équipementier, toutes les sociétés, toutes les entreprises qui accompagnent donc ce secteur agricole agroalimentaire en termes d'emplois induits. C'est aussi un point extrêmement important de l'économie régionale qui aussi se nourrit de l'innovation et des résultats de la recherche et de la recherche appliquée. Messieurs les présidents, la prise en charge de cette fusion entre l'intelligence de nos universitaires et le savoir-faire des agriculteurs, est-ce que c'est dans vos chambres d'agriculture, dans vos futures chambres régionales que ça va devoir se faire? Moi, je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'on a deux pôles. On a Montpellier avec tout ce qui est recherche, qui est vraiment en pointe en Languedoc-Roussillon, et puis on a tout ce qui est recherche plutôt agroalimentaire, je peux m'exprimer ici, c'est que plutôt Midi-Pyrénées. Donc je crois que demain en additionnant ces deux instituts, enfin ces deux pôles de recherche, fera qu'on sera encore plus fort ensemble. Et après, bien sûr, par rapport aux chambres d'agriculture, qui sont des partenaires privilégiés avec tous les intervenants de la filière, on est là en train de transfert d'informations, c'est-à-dire qu'on est dans un deuxième niveau de la recherche fondamentale, la recherche publique après, et puis nous, on diffuse et on forme nos agriculteurs. Oui, alors là, on a effectivement, je poursuis son raisonnement, nous, c'est le transfert après. La diffusion des connaissances, ça c'est notre cœur de métier. On a des stations de recherche, quelques-unes dans certains départements, mais après on a toute la diffusion des connaissances auprès des agriculteurs, ça c'est notre boulot. Et c'est là qu'on a besoin dans une grande région comme celle-là, les élus régionaux demain auront un grand rôle à jouer, s'ils y croient vraiment. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, l'innovation, on attend l'agriculture dans beaucoup de domaines, au niveau des emballages biodégradables, tout ce qui va remplacer la pétrochimie demain, l'énergie, que ce soit la méthanisation, le bois, tout ça, l'agriculture se doit d'être au rendez-vous. Et ça fait partie de l'innovation et des enjeux qu'on a à relever dans le futur. Et là, les chambres d'agriculture, elles seront présentes. Je vous propose, avant de vous redonner la parole, Denis Cartier, de rejoindre Bertrand Lambert, qui est à nouveau dans les travées et qui est avec le directeur du salon, qui justement va nous expliquer pourquoi le salon est consacré cette année, en particulier à l'innovation. Bertrand. Je suis avec Jacques Goudot. Effectivement, l'innovation, c'est un des thèmes phares de cette 56e édition. Absolument, nous avons voulu effectivement innover sur plusieurs domaines. D'abord dans le domaine de l'organisation du salon, puisque nous retrouvons le pavillon 1, le pavillon emblématique du salon. Je parlais de l'innovation dans l'agriculture en mouvement. D'accord, alors on va aller directement sur ce thème-là. Effectivement, c'est un thème qu'on a reconduit, mais qu'on a décliné sur 3 thèmes. L'agriculture en mouvement pour mieux manger, donc avec des problématiques de comment nourrir tout le monde en qualité, en quantité, en alliant santé et plaisir. L'innovation dans la préservation de l'environnement, donc c'est le respect du développement durable, c'est la gestion des ressources naturelles. Et 3e thème, c'est l'innovation, c'est effectivement cette agriculture en mouvement, ayant recours à l'innovation. C'est aussi de nouveaux matériels, j'ai envie de vous dire, des nouvelles techniques. Donc comment développer des nouvelles techniques, comment également utiliser les nouvelles technologies
pour les appliquer au matériel d'agroéquipement. Et cette innovation, on a voulu la traduire à la fois d'une façon pédagogique à travers des panneaux d'information, etc. On a voulu aussi créer un parcours thématique, donc que chaque visiteur peut s'orienter dans tout le salon sur ce thème de l'agriculture en mouvement, mais également, comme vous l'avez constaté, avec des espaces réservés avec des expositions de matériel ou d'autres... Et effectivement, de nombreuses surprises réservées aux visiteurs du salon, avec notamment des énormes tracteurs à découvrir dans les allées du salon. Et merci. Notamment, Bertrand. nous avons le tracteur qui a été primé au CIMA, qui est un autre salon à côté. On ira le voir, ce tracteur. Merci à vous deux. Merci au directeur du salon de nous avoir fait ce point sur l'innovation. Il nous reste moins de 5 minutes, messieurs. On va conclure. On va faire un dernier tour de table. Votre regard sur l'agriculture, l'agriculteur de demain, Jean-Louis Cazobon, en quelques mots. Oh bien, le regard, évidemment, vous voyez bien qu'il devra avoir il a accès à beaucoup de technologies. Il mariera sûrement tout ce qui est tradition, terroir et modernité. Il se servira des innovations, même en termes de réduction d'intrants ou autres. Tout cela va dans le bon sens et il nous faudra des hommes en capacité d'appliquer ces techniques et de les utiliser également. Mais je crois sincèrement qu'il y a un avenir pour l'agriculture dans notre future grande région. Benoît Redoulès, votre regard sur l'agriculteur, l'agriculture de demain, les paysages qu'on va laisser. Alors les paysages, c'est sûr, on a reçu un patrimoine de nos aïeuls ou de nos parents, il faudra qu'on arrive à le rendre à nos enfants. Et en parlant d'enfants, l'agriculture, c'est à la fois viable économiquement, c'est-à-dire que pourquoi on fait aussi des produits de qualité, c'est le seul moyen pour nous de pouvoir vivre de notre exploitation et aussi des exploitations vivables, c'est-à-dire pas forcément à grande échelle, mais voilà, qu'on puisse vivre avec nos familles, avec les citoyens qui sont autour, c'est-à-dire ouvrir nos exploitations également, faire découvrir ce qu'on fait. Jean-Pierre Van Ruys, c'est une chance, cette fusion. J'ai l'impression, manifestement, les synergies existent déjà et existeront demain. Oui, alors, de toute façon, la décision est prise. Il nous appartient, effectivement, désormais, collectivement, au niveau de cette grande région, de faire passer des idées pour peser effectivement sur un exécutif régional qui, au 1er janvier 2016, aura des pouvoirs renforcés de par la décentralisation et va administrer un pays qui est à la taille d'un pays d'Europe. Donc il nous appartient collectivement de faire des propositions, de rappeler la place de l'agriculture, de la viticulture dans cette grande région et ce dont on a besoin pour poursuivre le développement de cette formidable filière en termes, encore une fois, d'aménagement du territoire, de création d'emplois. Et un point important, c'est aussi rendre ce territoire attractif pour faire venir des entreprises agroalimentaires, pour permettre plus d'installations. Il y a une forme de féminisation aujourd'hui, par exemple, dans le renouvellement des générations. C'est tout ça que nous devrons collectivement porter comme message vis-à-vis du pouvoir public régional futur. Denis Cartier, en conclusion, il va falloir travailler vite et ensemble pour arriver à des résultats. Bien sûr, on va travailler, c'est l'habitude, bien sûr, on va travailler ensemble, on va travailler vite, mais quand même un pas de charge, pas aussi vite qu'on peut le penser. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'on travaille bien sûr ensemble, mais qu'on se connaisse, que transversalement, il y a des points qui nous relient. Il y a d'autres qui peuvent nous opposer, donc on doit les travailler. Il y a des points qui doivent avoir un pas de temps un peu plus long que le 1er janvier 2016. Et je dirais, en termes de conclusion, que de toute manière, cette feuille de route, elle est tracée, que le pas de charge, la discussion, ça sera en confiance et aussi en respect mutuel. Et en termes de conclusion, c'est comme les valeurs fondamentales rubistiques qui nous relient aussi, c'est de dire que ça pourra se faire... Allez, l'essai sera transformé. Non, ça pourra se faire, mais de dire qu'en conclusion, le tourisme, c'est nous, ça sera nous demain. Les ports et la mer, c'est nous qui l'apportons. Et que j'espère que... Oui, parce que nous, les ports et la mer, on n'a pas grand-chose. Hein. Rapidement, il nous reste 40 secondes. Rapidement, c'est que si la capitale de l'agriculture demain pourrait être, si on peut penser que ça pourrait être Montpellier. Ouh là là, le dernier message qu'il a essayé de faire passer. Ouh là 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 là. Bon, enfin, on restera là-dessus. Vous pouvez venir ici au Salon de l'Agriculture jusqu'au 1er mars. Merci à vous, Sébastien. Merci beaucoup, Patrick. Merci à Bertrand Lambert également, qui est toujours du côté des bêtes là-bas pour nos collègues d'Île-de-France. On se retrouve la semaine prochaine, même horaire, 11h, pour une spéciale élection départementale. Une émission Languedoc-Roussillon, une émission Midi-Pyrénées. On se sépare à nouveau, mais on se retrouvera bien un jour ou l'autre, messieurs. On se retrouvera. Merci à vous.